Forum la semaine, c'est l'émission de Caroline Dublanche, partout, tout le temps. Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures pour se parler, pour débattre à bâton rompu de sujets qui vous tiennent à cœur. 01 42 32 15 15, c'est le numéro que vous devez composer si vous souhaitez passer à l'antenne. Vous y serez accueillis ce soir par Damien et Pierre-Marie. Et si vous voulez participer à l'émission, vous pouvez aussi nous écrire sur le site europe1.fr ou par SMS au 6 11 20 code nuit. C'est Philippe Chartier qui réalise cette émission. 01 42 32 15 15, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Blanche. Bonsoir Caroline. Alors, vous voulez me parler d'une histoire un peu particulière que vous venez de vivre ? Je voulais vous raconter une histoire. Vous la racontez d'abord parce que je la trouve très belle, mais c'est une histoire qui se finit mal. Zut, vous n'auriez pas dû nous le dire. Je crois que nous sommes prévenus comme ça. Hein. Enfin, peut-être, je sais pas, peut-être que vous allez me donner des raisons d'espérer, je sais pas, mais voilà, enfin, je crois qu'il faut quand même préciser tout de suite que j'ai 66 ans. Oui. Et que je viens de vivre une histoire d'amour absolument exceptionnelle, qui a été, mais une fulgurance, quoi, quelque chose de... j'ai connu quand j'étais enfant, j'avais 13 ans, un garçon qui avait mon âge, et puis vous savez, les gens de ma génération à 13 ans, ils étaient très sages, hein, c'était pas du tout comme peut-être les enfants d'aujourd'hui, je ne sais pas, mais c'était vraiment un amour d'enfant, vrai, quoi, un amour qui se disait à peine, mais qui était absolument authentique, absolument entier. Bon, et on s'est pas revus. On s'est pas revus. Moi, je l'ai pendant plus de 50 ans, comme ça, de temps à autre, je le recherchais. Ah oui. J'avais envie, l'espoir de le retrouver, et puis je l'ai retrouvé il y a 2 mois. En le recherchant, je l'ai recherché par Internet. Oui, voilà, oui. Et bon, puis il y a eu une part de hasard aussi. Comment avez-vous repris contact alors avec lui Je lui ai écrit. Je lui ai fait un petit mot très sobre parce que je savais pas du tout comment il allait recevoir cette nouvelle. Je m'attendais un peu à tout, y compris à ne pas avoir de réponse ou à me faire jeter ou voilà. Et la réponse a été extraordinaire. Il vous a répondu par courrier aussi? Il m'a téléphoné. Oui. Faut dire que on avait une chanson qui était une chanson fétiche. C'était l'époque où Mouloudji chantait Un jour tu verras. Ah bon, une magnifique chanson. Et sur mon portable un jour j'ai eu Un jour tu verras. Voilà. J'étais en larmes, évidemment. Et puis il m'a téléphoné et ça a été l'embrasement immédiat. Plus de 50 ans après. C'est incroyable. C'était extraordinaire. Et vous étiez à ce moment-là seul dans votre vie, disponible? Non, ni l'un ni l'autre. Enfin, moi je suis un peu plus disponible que lui. Mais non, voilà, et tout de suite, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, quoi. Alors, on s'est d'abord conduit comme des gamins, parce qu'il était bien temps. On a fait ce qu'on n'a pas pu faire 50 ans plus tôt.
C'était des échanges de SMS. Oui, voilà, et oui. C'était complètement fou. Parce que 50 ans plus tôt, vous n'aviez pas pu mettre de mots sur cet amour. Vous aviez pu quand même. C'était un amour qui restait secret, ou vous saviez l'un et l'autre que vous étiez amoureux l'un de l'autre sans vous le dire, ou est-ce que vous l'étiez dit quand même parce que vous aviez cette chanson en commun. Enfin, je crois qu'on se l'était pas vraiment dit. C'était quelqu'un et c'est important pour les questions que je voudrais poser ensuite. Oui. C'est quelqu'un qui avait déjà, je trouve, je vois ça avec mon regard d'adulte, oui, mais qui avait déjà un fond de tristesse. Et il ne voulait, on n'a pas échangé nos adresses parce qu'il ne voulait pas. J'avais acheté on avait été photographié par un photographe de plage. J'étais allée chercher la photo. Il m'avait dit mais pourquoi qu'est-ce que ça peut faire? Tu la garderas pas. Un jour, tu la jetteras. Tu diras, oh, ça n'a aucune importance. Vous voyez, il avait ce fond de pessimisme, peut-être. Oui. Mais je n'ai pas le souvenir qu'on se soit vraiment dit qu'on s'aimait. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on savait, quoi. Ça, c'est sûr. Vous vous l'êtes dit 50 ans plus tard? Ouais. Oh oui. Sans vous être revus, finalement. Alors, on s'est revus. Moi, j'ai beaucoup insisté parce que je voulais donner de la chair, mais pas au sens forcément sexuel du terme, mais je voulais pas que ce soit du fantasme, quoi. Donc, on a correspondu pendant quelque temps, et puis on s'est rencontrés. Ça s'est très bien passé. J'étais évidemment très angoissée parce que imaginez ce que c'est, même quand les gens sont pas idiots, arriver avec sa gueule de 66 ans et tout ce qu'il y a dessus, quoi, tout ce qu'on a vécu dessus, c'est difficile. Oui, forcément, parce que vous aviez en tête comme lui, vous étiez restée la jeune fille, la toute jeune fille de 13 ans, et lui aussi, vous aviez en tête ce tout jeune garçon là. Et oui. Et alors, quand vous l'avez vu, vous avez retrouvé en lui, ou parce que ça aurait pu être la déception, enfin. C'est-à-dire que c'est dur de retrouver en l'adulte les traces de ce garçon que vous aviez tellement aimé. C'est vrai que non, on pouvait pas se retrouver vraiment. Mais si vous voulez, il y avait eu quand même tout cet échange qui avait duré un mois à peu près. Où on a beaucoup parlé, alors même si physiquement on ne pouvait pas se retrouver, on avait quand même pris la peine d'apporter des photos. Moi j'avais porté des photos qui résumaient un peu toute ma vie. Et lui aussi, quoi, pour pas ce trou noir comme pour ça. Vous préparer un peu à ces retrouvailles. Voilà. Et non, ça s'est bien passé, il a été absolument délicieux, ça vraiment. C'était au-delà de ce que je pouvais espérer. Moi, j'étais beaucoup plus réticente, je dois le dire. Il m'a fait peur, voilà. Il m'a fait peur. Déjà Pourquoi? avant. Parce que j'ai trouvé que parfois, il s'emballait beaucoup trop. Beaucoup trop. Et déjà, avant qu'on se retrouve, j'ai eu des moments de recul, en me disant, mais ça va trop loin, quoi. Oui. Et après les retrouvailles, il est resté sur ce registre amoureux, parce que, évidemment, je sais bien que la première idée qui vient à l'esprit, c'est, bon, il n'a pas pu se faire à l'idée que c'est une vieille femme, bon. Mais il est resté sur ce registre amoureux. Et puis après, il y a eu... Bon, il faut dire aussi qu'il a une femme qui est très jalouse. Il ne me l'a pas dit, mais je le sais. Il a dû se passer quelque chose et
Et la relation est allée décrescendo et il a rompu brutalement, quoi, par un SMS de manière extrêmement brutale. Il a rompu par SMS? Oui, ça c'était pas bien. Bon, il ne m'écrivait pas, c'était convenu entre nous, mais bon, il aurait pu me téléphoner, il aurait pu... Là, c'était un peu dur. Mais moi, la question que je me suis posée, j'étais très étonnée, très désorientée par son comportement depuis le début. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a montré des moments de grand emballement, d'enthousiasme, mais vous savez, il m'a dit des choses extraordinaires. Vraiment, des choses même que je n'attendais pas. Et puis, comme après, il y avait comme une espèce de dépression derrière. Oui, ce que vous trouviez finalement, vous l'analysez après coup aujourd'hui, mais déjà enfant chez lui. Oui. Par moments, ce côté un peu sombre. Oui. Il là pendant tout. Trop exalté, par moments très exalté, et puis ça retombait. Voilà, exactement. Mais on voit bien là le côté excessif, et puis ça retombe, la rupture est décevante par rapport à votre histoire. Elle n'est pas à la hauteur de l'histoire. Non, elle n'est pas à la hauteur de l'histoire, ça je suis d'accord avec vous. Oui. Mais la réalité a repris le dessus. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez été hors du temps tous les deux. Il s'est laissé transporter. En même temps, je sais pas comment vous l'envisagiez, vous, cette histoire, puisque vous-même, vous me confiez que vous n'êtes pas disponible. Vous avez quelqu'un aussi dans votre vie. Donc, alors vous n'êtes peut-être pas marié, mais... Oui, mais moi, je suis plus ou moins en instance de rupture. D'accord, ouais. Mais de toute façon, ce que je lui avais dit, alors il n'était pas obligé de me croire, mais j'avais pas vraiment envie d'aller dans une démarche qui aurait pu lui faire rompre l'équilibre de sa vie, voyez. J'avais un peu envie de rentrer dans cette vie sur la pointe des pieds quand même, de pas être trop, du moins pas tout de suite en tout cas. Mais peut-être qu'il l'a pas cru, peut-être que il a eu peur d'aller dans une relation qui nous mènerait trop loin, je sais pas. C'est-à-dire que lui est marié. Oui. Est marié à une femme très jalouse. Elle a dû peut-être percevoir chez lui des changements dans son comportement qui lui ont mis la puce à l'oreille. De toute façon, j'ai reçu plein d'appels sur mon téléphone, des faux appels. On demande monsieur machin. Bon, voilà. J'en ai reçu plein. Elle s'en est aperçue très vite. Mais il ne me l'a jamais dit. Oui. Et moi, je me suis demandé si... j'ai pensé... j'ai pas de compétences pour faire un diagnostic, mais j'ai pensé à peut-être une forme de bipolarité de sa part. Parce que je trouvais que c'était... Vous voyez, par exemple, un jour, il était en voyage, il était très très loin. Moi, je prenais la route de mon côté, et bon, il m'a... envoyer des SMS pour me dire de faire attention, enfin bon, des choses très tendres, très... Le lendemain, j'avais un SMS très froid, très distant, et pendant 36 heures, plus rien. J'ai cru que l'histoire était déjà finie. Voilà, et c'est... Il a répété ça tout au long de la relation. Mais vous savez, il peut avoir des comportements comme cela sans être bipolaire, hein, Blanche. Oui. Ça serait peut-être plus facile pour vous de vous dire que c'est en raison d'une maladie, mais il peut
il y a des personnes qui sont aussi très très versatiles, très changeantes, sans être bipolaires pour autant. De toute façon, qu'est-ce que ça changerait pour vous? Vous savez, c'est jamais anodin de replonger dans son passé et de renouer des liens comme ça avec des personnes du passé. La question qu'on peut se poser, c'est quand on renoue comme ça avec un amour d'enfance, et quand on le revoit à l'âge adulte, de qui tombe-t-on amoureux vraiment? Oui. Vous voyez, ce fantôme du passé. Vous le recontactez. Alors c'est vrai que vous avez toujours pensé à lui, mais j'imagine à des moments particuliers de votre vie et plus ou moins intensément. J'imagine qu'il y a des moments lorsque votre vie était bien remplie où vous pensiez moins à lui. Oui, sans doute. Heureusement d'ailleurs pour vous. Oui. Et là, vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes plus ou moins en cours de séparation, et où tout d'un coup la perspective de retrouver je sais pas comment dire, cet homme ou ce garçon, voyez, s'imposait plus à vous. Et quelle est la poursuite de ce rêve? Il y a aussi retrouver une partie de qu'est-ce que vous cherchez à retrouver dans cette nostalgie? Quand on est nostalgique comme ça d'une partie, alors d'une personne ou d'une partie de sa vie, ça peut être intéressant de s'interroger sur qu'est-ce qu'on cherche à retrouver, ou avec quoi cherche-t-on à renouer. Il y a des moments où on peut être un peu en difficulté dans sa vie, ou un peu perdu, où la vie nous paraît un peu difficile, ou soit parce qu'on a à vivre une séparation, ou bien d'autres choses, et où on peut être tenté de replonger un peu à un moment heureux de sa vie. Et c'est bien de pouvoir le faire. À un moment où tout nous semblait beau, merveilleux, et cet amour d'enfance est quelque chose d'un espace préservé dans votre mémoire. Oui, et dans la sienne aussi d'ailleurs. Voilà, bon. Alors parfois, après, la question c'est, faut-il à tout prix, ça j'ai pas la réponse, le retrouver ou préserver cet espace-là dans un creux de sa mémoire? Vous voyez? Bon, vous l'avez fait. Maintenant, à un moment, je crois que pendant un temps, vous avez été justement hors du temps, hors du monde, tous les deux. Vous avez été dans votre bulle. Et puis, la réalité a fait son retour. Il y a eu le retour, ce qu'on appelle, nous, le retour du réel, en tant que psy, et de façon extrêmement brutale. Et là, ça prend la forme d'une séparation parce qu'il n'est pas libre, parce que sa femme s'est rappelée à lui, parce que voilà. Alors c'est arrivé en plus alors qu'il venait de me dire 3 jours avant, je te téléphone lundi. Et on recale tout entre nous. Il faut qu'on s'organise, il faut qu'on voit comment on va organiser notre vie. Enfin, vous voyez, il était parti dans du positif, du concret. Voilà. Oui, mais ça veut pas dire qu'il n'a pas désiré très fort et qu'il n'était pas sincère au moment où il vous l'a dit, Blanche? Je crois qu'il a été sincère avec vous, cet homme. Ça, il n'y a pas lieu d'en douter. Je crois que ce que vous avez ressenti pour lui, et ces moments magiques dont vous nous parlez, ces moments très forts, très intenses, si vous les avez vécus aussi intensément, c'est parce que vous n'étiez pas seul à les vivre. Ah oui, lui était avec vous, vous étiez en communion. Oui, donc il a été, je pense, très, très sincère avec vous. Mais après... il a dû se dire, est-ce que je suis à la hauteur de tout ça? Et puis il y a la réalité. C'est-à-dire, la réalité, c'est que il a une femme, voilà, et que tout larguer comme ça, larguer les amarres, il a plus 13 ans. On va accueillir Marie qui est avec nous, je crois, au 01 42 32 15 15. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir Caroline. Alors vous avez
eu un grand amour comme ça, oui. d'enfance ou de jeunesse, Enfin, je sais pas. d'enfance, pas tout à fait d'enfance. Disons que j'avais 17 ans, il avait 21 ans. Oui. Et là, si vous voulez, c'était, le premier, c'était quelque chose d'extraordinaire, quoi. Et puis, Donc vous avez concrétisé, vous, contrairement à Blanche. Pardon ? Vous avez concrétisé, contrairement à Blanche, cette relation. Ah non, parce que vous savez, à cette époque-là, oui. moi j'ai 55 ans, là, donc on avait 17 ans, mais c'était juste un petit flirt, un petit flirt, quoi, qui a duré quelques temps, voilà. On présentait aux parents, on faisait des booms ensemble, vous voyez, on était en bande, quoi. Oui, oui. Alors bon, ça a duré un petit peu, quoi, et puis il a été présenté aux parents et tout, enfin bon, c'était quand même... Et puis finalement, à l'époque, c'était en province, puis ensuite, à l'époque, après, nous sommes partis dans une ville plus grande pour faire nos études. On se rencontrait, si vous voulez, les week-ends, parce que comme les parents étaient en province, on avait l'occasion de se rencontrer. Et puis, chacun a fait sa vie, et puis alors, ce qui est extraordinaire, c'est ce que me dit la dame, là, c'est que ça fait-il dans ma tête, parce qu'un jour, j'allais faire des courses et je tombe à pic sur lui. Et là, je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis avancé vers lui, mais comment dirais-je, vraiment, ça a été spontané. Je suis parti vers lui, on s'est fait 2 bises, et alors là, c'était horreur. C'est-à-dire que lui avait la voix cassée, il pouvait plus parler. Moi, j'avais une jambe qui tremblait, je ne pouvais plus l'arrêter. Tel que vous décrivez, oui, le tableau. Écoutez, c'était l'horreur. J'étais avec ma nièce, qui avait à l'époque 10 ans. Oui. On était partis ensemble faire des courses. Elle me regardait en se disant, mais qu'est-ce qui lui arrive? Alors j'ai allumé une cigarette pour avoir une contenance. Et là, si vous voulez, il m'invite, il me dit... Oui. Alors il m'a parlé, il était content de me voir. On était contents tous les deux, apparemment, et puis très émus, parce que, je vous dis, on était émus, on avait des réactions, des émotions, mais vraiment, comme jamais j'aurais cru d'ailleurs. Et là, il me dit, écoute, je t'invite, je suis là. Il est venu, si vous s'installer maintenant, donc en province. Moi, je suis revenu quelques années après, et il m'invite à prendre l'apéritif, tu viens quand tu veux, tu m'appelles, enfin bref. Et lui, je crois qu'il a refait sa vie, mais il avait donc quelqu'un, il me dit, écoute, je t'attends, il y aura ma belle-mère, mais enfin, je tâcherai de rentrer, on doit partir, mais je serai là pour t'accueillir, enfin, bon. Alors donc, je me suis préparé, je me suis pris 2 apéritifs. Mais au moins, il vous fallait ça, oui. Ça va être l'horreur, il faut oui. Au moins 2 apéritifs. Vous n'étiez pas ivre quand même quand il est arrivé? Non, mais j'ai dit au moins je serais mieux, vous voyez. Oui. J'ai dit à la limite, je me sentirais quand même mieux. J'avais peur d'avoir à nouveau cette réaction de trembler. Oui, écoutez, oui, c'est l'émotion en même temps. Au dernier moment, j'ai dit à maman, alors maman m'a dit, écoute, vas-y, enfin bon. Au dernier moment, j'ai dit non, je peux pas, j'y vais pas. Alors j'ai téléphoné en m'excusant, en disant que j'avais un problème de voiture, que je pouvais pas venir, quoi. Et là, on s'est revus il n'y a pas très longtemps. Alors, on se fait des grands signes, si vous voulez, de loin lorsqu'on se voit. Et là, il n'y a pas très longtemps, j'allais chez le veto, là, pour mon petit chien. Et il se trouve qu'il a... Alors, le destin, vraiment, est bizarre. Parce que, alors, moi, je suis venu, si vous voulez, m'installer maintenant en province, un petit peu à la campagne, à la maison de mes grands-parents. Et il se trouve que lui... à quelqu'un de sa famille, il est là presque tous les jours. Et moi, quand je balade mon chien, donc je l'aperçois de loin. Mais alors moi, j'ai pas une réaction comme la personne que je viens d'entendre là. Qui est avec nous, hein, qui vous écoute, oui, Blanche. C'est-à-dire que je vois quelqu'un maintenant. J'avais vu un beau garçon de 17 ans, brun avec des beaux yeux verts. Oui. Mais qui était super, quoi. Oui, oui. Et là maintenant, si vous voulez, c'est quelqu'un avec des cheveux blancs, des yeux turquoises qui sont tout fades. Alors j'ai une réaction, si vous voulez, j'ai l'impression que c'est pas la même personne. Oui, vous n'êtes plus séduite comme vous l'étiez déjà. Donc, et j'ai souvent essayé de vous appeler justement pour avoir votre avis, en vous demandant qu'est-ce que vous feriez à ma place, vous. Écoutez, je sais pas, vu la façon dont vous me le décrivez, vous semblez dire que je suis pas à votre place, mais qu'il vous séduit plus. Entre le souvenir que vous avez... C'est pas la réaction que j'aurais. Non, mais déjà, on voit bien que entre le souvenir que vous aviez de lui et la façon dont vous le voyez aujourd'hui, c'est plus la même personne, mais néanmoins, vous avez une très forte émotion en le voyant. Ah, tout à fait. Ce qui est quand même pas neutre, c'est-à-dire que même si évidemment c'est plus le beau jeune homme brun aux yeux verts, il a quand même déclenché une émotion très très forte chez vous. Donc, voilà, à quoi c'est dû moi, je crois que pourquoi vous avez fui, peut-être
par c'était une question de protection, hein. Peut-être que vous fuyiez. Vous voulez pas retomber dans le panneau, comme on dit, et puis faire comme la dame, être déçu après. Peut-être que c'était une façon de vous protéger et de. Parce que lui, il n'est pas libre. Hein. Il est avec. Voilà. Il est avec une compagne. Mais alors, vous savez, on ne sait jamais, parce que bon, étant donné que rien s'était passé à l'époque, il aurait peut-être été tenté de se dire, bon ben non, après tout... peut-être que vous vous êtes évité une déception, Marie. Alors je pense. Hein. C'est peut-être ça. Alors je me dis, bon, si je le revois trop près, qu'il m'invite à nouveau... c'est pour... Alors quelquefois j'entends des personnes comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de l'histoire de Blanche justement qui... Oh, c'est une belle histoire. Hein. C'est une belle histoire, mais le problème c'est que moi j'aurais un peu tendance à dire à la limite pourquoi pas, mais je veux pas d'être déçu si vous voulez. Et puis de retrouver peut-être les sentiments que j'avais à l'époque en fait. Oui, mais peut-être que la différence pour ce qui me concerne, c'est que il y a eu pendant un mois à peu près, un peu plus même, une démarche de séduction à nouveau. Vous voyez, bon, c'était par le discours, puisqu'on ne se voyait pas, mais oui. On s'est reséduit. Vous voyez, on s'est pas retrouvés. Oui, comme ça, et tout de suite à devoir se retrouver, voilà. aller l'un chez l'autre, oui. Marie a rencontré ce monsieur par hasard, vous voyez, de manière très brutale. Nous, ça s'est pas passé comme ça. J'ai une question intéressante là de Lynn qui arrive par SMS au 61120 qui demande si de son côté cet homme avait tenté de vous rechercher durant toutes ces années. Alors oui, absolument, absolument. Mais il avait oublié mon nom de famille et il a essayé, et j'en suis sûre, enfin parce qu'il m'a indiqué des choses qui montrent qu'effectivement il a essayé de me retrouver. Et il m'a dit, un jour, il m'a dit, je t'ai plus rêvé que cherché, mais je t'ai cherché. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui, Blanche ? Ben écoutez, d'abord je suis très triste, évidemment. Vous êtes déçue ? Et je suis... Triste, plus que déçue. Triste. Si vous voulez, pour moi, cette histoire avait sa fin qui était inscrite dans son début. Quoi. Oui, je crois. Donc j'étais assez lucide, mais je pensais pas que ça finirait comme ça, quoi. Pas si vite et pas de manière aussi brutale. Et d'ailleurs, je n'ai pas répondu à son SMS. Vous avez bien fait. Mais je crois que c'était un peu inévitable. C'est-à-dire que à un moment, vous avez voulu croire l'un et l'autre que vous pouviez vivre votre relation en dehors de tout et comme si, en faisant abstraction de tout. Or, comme je reçois un SMS de Lily qui dit bon, vous êtes allé le chercher finalement, mais lui, alors elle dit, il a peut-être pas envie de tromper sa femme. En l'occurrence, il a quand même fait. Il n'était pas obligé de répondre comme il l'a fait. En tout cas, à un moment, il a été rattrapé par une réalité. Il n'a pas envie de, je crois, détruire tout ce qu'il a construit, certainement. Je crois qu'il n'est pas prêt à assumer tout ce qui reste du... Je crois qu'il a vécu un beau rêve avec vous. Vous voyez, je reçois un message du Subversif qui dit « Cet homme est un souvenir, une lueur d'espoir qui brille lorsque le présent s'obscurcit, lorsqu'il n'a pas l'attrait satisfaisant, un fantasme, un rêve. » Je crois que vous avez... c'était une façon de... Je crois qu'il faut voir, vous aviez besoin de renouer avec quelque chose de vous-même aussi, Blanche. Oui. Je crois qu'il faut le voir comme ça, c'est-à-dire que cet homme, bon, certes, cette relation c'est décevant la façon dont ça se termine, je comprends que vous soyez triste, mais c'est un moment pour vous aussi où vous avez besoin, certainement, de renouer avec quelque chose, de votre passé, de vous sentir vivante de nouveau, de vibrer. Or, vous m'avez dit quand même que ça a été un embrasement. Ce qui est pas rien, vous m'avez précisé tout de suite votre âge. C'est aussi pas donné à tout le monde de vivre un tel embrasement.
Vous aviez peut-être besoin de vous dire, par rapport à une peur de vieillir, une peur de dire je suis capable de pouvoir éprouver de nouveau des émois comme cette jeune fille de 13 ans que j'ai été. Et si vous avez pu éprouver de tels émois, alors vous êtes revenu, qui a su susciter de tels émois? C'était ce garçon de 13 ans. Vous êtes revenu vers lui. Dire qui peut me faire vivre de tels émois? Lui. Vous êtes revenu le chercher. Mais moi, je reste convaincue, Blanche, que ce qu'il y a surtout à comprendre de cette histoire, c'était une façon pour vous, peut-être de vous rassurer, de vous dire que vous êtes capable de vivre de tels émois. Et de vivre de nouveau comme ça un embrasement. Et avec un homme que vous rencontrerez. Vous n'êtes pas obligé de renouer avec un homme de votre passé, mais de vous tourner vers l'avenir. En tout cas, j'entends bien ce que vous dites, mais je ne cherchais pas. Je ne cherchais pas. Je n'ai pas de projet. Ah, vous avez cherché quand même là. Hein, vous avez cherché à le retrouver. Hein. Je l'ai cherché lui. Alors, oui, mais derrière lui, ce que j'essaye de vous dire, Blanche, c'est que je pense que vous cherchiez autre chose. Oui, je comprends. De plus profond. Il y a plus il y a une quête plus intime, je crois, plus personnelle. C'est pour vous dire, vous m'avez dit, vous allez peut-être dire l'histoire c'est mal fini. C'est mal fini si on tient du point de vue de cet homme. Mais je pense que de votre point de vue à vous, elle se finit pas mal. Il y a de très bonnes raisons d'espérer. Oui. Conservez en vous la trace de cet embrasement. Parce que ça veut dire que vous pouvez toujours et de nouveau vous embraser. Bien. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Oui, j'espère. Donc je vous dis bonne route, Blanche. Merci. Merci beaucoup. Et merci à vous, Marie, également, d'avoir appelé. Au revoir. Alors Jack a été touché par l'histoire de Blanche et de Marie, ainsi que Toinou, qui me dit qu'il aurait bien aimé lui aussi retrouver comme ça un premier amour. Et on accueille maintenant Arnold, qui est avec nous au 01 42 32 15 15, numéro que vous pouvez composer jusqu'à 2h, puisque nous sommes en direct. Bonsoir Arnold. Bonsoir Caroline. Donc voilà, d'abord je vais commencer par vous remercier au nom de tous les auditeurs, parce que vous avez une émission qui apporte beaucoup, je pense, à chacun. Oh bah c'est gentil, merci beaucoup Arnold. Donc voilà, donc je sais pas, je commence. Oui. Lancez-vous. Voilà, je me lance. Donc voilà, donc j'ai 21 ans. Oui. Si vous voulez, j'ai plusieurs gros problèmes en fait. Comment dire? Donc si vous voulez, à mes 15 ans, déjà j'ai perdu mon frère étant petit, mon seul frère. J'avais 8 ans et lui il en avait 15 quand il est décédé. Oui. Et à l'époque, à mes 15 ans, j'ai pas réalisé vraiment sur le coup que j'avais perdu mon frère, je pense, dû à mon jeune âge peut-être. D'accident ou de maladie? D'un accident, un incendie en fait. Avec un ami à lui, une erreur de jeunesse, ils ont fait la fête à plusieurs dans une grange, comme je vis à la campagne. Oui. Et une faute d'inattention et tout a pris feu quoi. Et comme j'ai un papa qui est assez violent et donc par peur de la réprimande, il a voulu récupérer son vélo et son manteau qui était coincé dans des ballots parce qu'il s'amusait à faire des cache-cache et des machins dans la paille quoi. Et finalement par peur donc comme je disais de la réprimande, il est retourné dans le feu et finalement il s'en est pas sorti. Enfin bref. Tout ça, ça c'est assez, tout ça, j'ai travaillé là-dessus, donc là maintenant ça va, j'en ai fait une force, mais, une force, vous allez me le dire. En fait, aujourd'hui, ce qui m'arrive, c'est que, donc, je suis tombé dans la toxicomanie, en fait, du coup, je pense que ça a été ça l'élément déclencheur, en fait, à 15 ans, comme je vis, du côté de Dunkerque, en fait, donc à la frontière belge. Et à 15 ans, je faisais 125 kilos en fait, et je voulais absolument maigrir parce que j'étais mal dans ma peau. Oui. Et j'ai commencé à me droguer avec des amis en discothèque, à danser toutes les nuits, donc à perdre pas mal de poids donc
donc j'ai fait un petit listing sur une feuille, j'ai tout mis au clair pour que ce soit bien clair. Donc en fait, à mes 15 ans, je faisais donc 125 kilos et à 17 ans, je suis passé à 55. Donc en fait, je me droguais surtout aux amphétamines. Aujourd'hui, je vois la lumière, je consomme plus depuis, on va dire, bientôt 1 an. J'ai un travail fixe avec des belles responsabilités, donc qui me motive à ne plus... Qu'est-ce que vous faites comme travail ? Bah là, en fait, je suis veilleur de nuit, donc en fait, je m'occupe de jeunes adolescents qui sont pareils en difficulté dans un foyer, donc dans un centre social, en fait. Oui. Donc voilà, donc on a de très bons rapports. Vous êtes très jeune parce que vous occupez de jeunes qui ont quel âge ? Qui ont maximum 17 ans, quoi. Oui, donc vous en avez 21, c'est pas simple, il y a peu d'écart d'âge entre vous. Il y a peu d'écart d'âge, mais justement, je pense que quelque part, c'est il y a d'autres veilleurs, on travaille pas seul, on travaille en binôme, donc mais c'est vrai que les autres veilleurs, on vise la quarantaine, son papa et tout le tralala, quoi, donc c'est vrai que c'est un autre rapport. Mais pour en revenir à mon histoire, je veux dire que donc voilà, en fait. Donc en fait, je prenais des amphétamines surtout, donc ce qui m'a amené à la boulimie, à l'anorexie. Aujourd'hui, je suis pas vraiment suivi, mais j'ai eu le déclic il y a 1 an, donc de me faire suivre par une association, donc d'aide aux toxicomanes et à leur famille, quoi. Donc j'ai rencontré Vincent, un éducateur qui m'a beaucoup apporté, mais qui aujourd'hui, lors de notre entrevue de 15h, on s'est vu à 15h. Il s'avère qu'il m'a un peu chamboulé la tête, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, des choses sont remontées à la surface qui m'ont énormément troublé, en fait. Déjà 15 jours avant, parce que je le vois tous les 15 jours, et, les 15 derniers jours, quand on s'est vu la fois dernière, en fait, pareil, j'ai bien pleuré, je me suis bien vidé, là je me suis senti bien, par contre, en sortant. Mais aujourd'hui, par contre, j'ai pas pleuré, ça n'a pas été jusqu'à ce point-là, mais je me suis livré et j'ai fermé la porte, en fermant la porte du cabinet, de leur association. Oui. Je me suis retrouvé comme vide, en fait, et ma voiture était en face de moi, je savais même pas, j'étais là les bras ballants, mais j'étais dans le vide, en fait. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qui vous a perturbé dans ce qui s'est dit c'est parce qu'en fait, dans son attitude ou... C'est pas dans son attitude, c'est quelqu'un justement que je remercie le ciel de l'avoir croisé, quoi, parce que je veux dire, il m'apporte énormément. Mais en fait, le truc, c'est que il m'a fait dire c'est pas qu'il m'a fait dire des choses. Je pense que c'est le principe, en fait, en parlant. Et j'en suis arrivé à dire des choses qu'encore aujourd'hui j'en ai honte, quoi. Donc je me suis mis à nu et finalement là je sais plus vraiment trop où j'en suis, quoi, en fait. Et c'est vraiment très complexe, mon cas, parce qu'en fait toutes mes sphères, en fait, sont touchées, aussi bien affectives que sexuelles, que... Vous avez eu l'impression de vous être trop dévoilé Je sais pas, mais j'ai l'impression de voir la lumière, mais en même temps j'ai l'impression à tout moment que je peux perdre pied, quoi. Enfin, en même temps, j'ai l'impression d'être sorti d'affaires, entre guillemets, mais en même temps j'ai un contexte familial qui fait que je me dis, est-ce que ça en vaut la peine ? Enfin, vous voyez, je me pose trop de questions. Attendez, moi je me pose des questions en vous écoutant, Arnold, c'est-à-dire, donc c'est une association... Vous ne compreniez pas tout, parce que même moi j'ai du mal à me comprendre. Non, je me pose des questions sur un peu le cadre. Donc vous êtes suivi par une association qui vient en aide aux personnes toxicomanes. Voilà. Dans le cadre de cette association, vous êtes suivi par un éducateur. Voilà. Cet éducateur vous suit. Comment ce sont des entretiens que vous avez avec lui ? C'est des entretiens. Mais quel genre d'entretien avez-vous avec lui Déjà, il m'a expliqué. Déjà, c'est lui qui m'a fait comprendre. Parce que pour moi, en fait, si vous voulez, pour moi, la drogue, c'était juste pour moi perdre du poids, en fait. C'était pas pour me défoncer, c'était pas pour faire la fête, c'était pas pour tout ça, c'était juste pour perdre du poids.
Donc après, je suis tombé dans un cercle vicieux, en fait, et je pouvais plus m'en débarrasser, parce que dès que j'arrêtais de consommer, je reprenais du poids. Et non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des entretiens de combien de temps, par exemple? Là, c'est souvent 1 heure, en fait. Ouais. Bon, mais vous parlez que de la drogue, vous parlez de votre famille? Non, on parle de ma famille, on parle du divorce de mes parents qui s'approche, que je sens arriver. Oui, mais je veux dire, il est psy, cet éducateur? Non, justement, non, mais et lui, lui, justement, d'après ce qu'il me dit, c'est que après, il fait un rapport de nos entretiens, et lui va m'orienter, en fait, après, vers un service plus adapté, en fait. Oui. Est-ce qu'il serait pas temps qu'il le fasse? Parce que j'ai l'impression que peut-être... je sais pas, mais pour l'instant... Là, peut-être que vous... Parce que vous êtes très en confiance avec lui, alors... en fait, c'est ça, ouais. Et en même temps, vous vous sentez mal de lui en avoir... Je sais pas si c'est... Ce que j'arrive pas à comprendre, Arnold, si c'est parce que vous lui en avez trop dit de vous être mis à nu, ou est-ce que parce que ça fait remonter des choses? Parce qu'en fait, avec la drogue, c'est des choses auxquelles, pour moi, elles n'existaient pas, toutes ces choses-là, en fait. Avec la drogue, je pense jamais j'aurais imaginé, je veux dire, j'avais oublié tout ça, en fait. D'accord. Depuis que je consomme plus, tout ça remonte. Voilà, je pense que c'est plus ça. C'est pas tant le fait de vous être mise à nu, parce que c'est avec quelqu'un de confiance et vous savez que ça ne sortira pas de cet espace-là. Je pense que vous savez que, alors, il est tenu par le secret. Bon, ça, j'en doute bien, voilà. Mais je pense que, comme vous dites là. Quand vous preniez de la drogue, tout était... en moi profondément, et c'est vrai que j'y pensais pas. Je le savais, au fond de moi, je le savais. Toutes vos angoisses étaient inhibées, bon. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, c'est un peu le problème quand on arrête. Enfin, c'est un peu le problème. Évidemment, c'est très bien d'arrêter, mais c'est là où il faut être particulièrement bien entouré et suivi. C'est quand on arrête, on n'a plus ce palliatif que représentait la drogue, et donc toutes les difficultés que l'on fuyait à travers l'absorption de drogue, eh bien, on se les prend en pleine figure, parce qu'elles sont toujours là. C'est clair. Donc toutes les souffrances, tout le mal-être. Les bras ballants et le vide que je crois que c'est ce vide que peut-être la drogue venait combler. C'est-à-dire que vous, d'une certaine façon, vous dites moi je prenais de la drogue parce que ça me permettait, des amphétamines, ça me permettait de perdre du poids. Mais pourquoi vous aviez pris autant de poids aussi? On peut se poser la question. Mais j'avais depuis tout petit, en fait, j'ai toujours été assez boulot et. Ouais, mais enfin quand même. Mais 125 kilos, c'est beaucoup, hein. 125 kilos à 15 ans, c'est vrai que c'était énorme après. Et puis 15 ans, on y revient, mais enfin 15 ans, c'est quand même l'âge qu'avait votre frère quand il est décédé. Aussi, ouais, donc c'est le lien aussi qu'on peut faire, ouais, c'est clair. C'est à ce moment-là que vous dites que vous avez commencé à absorber des amphétamines, hein. Ouais, aussi, ouais. Mais après, c'est aussi le fait que, aujourd'hui, maintenant, j'ai tout abandonné, mais c'est vrai que avant d'être embauché, donc, je remercie le ciel aussi, parce que là, j'ai vraiment une équipe autour de moi qui me soutient et qui m'apporte beaucoup aussi dans le cadre professionnel. Parce que, ils sont pas dupes non plus, les gens. Je veux dire, je suis un jeune de 21 ans. Je veux dire, c'est clair que j'ai du vécu. J'ai voyagé énormément seul pour le travail. Avant que j'étais coiffeur, j'ai fait des études de coiffure et j'ai fait le Maroc, donc j'ai vu la misère du Maroc. J'ai été en Corse. Je suis parti très tôt de chez moi parce qu'avec mon père, on était battus, moi et mon frère, et c'est comme un souvenir qui m'a marqué. Je veux dire, mon père a 13 frères et sœurs, donc j'ai toute une malade cousins, cousines, donc une énorme famille. Mais à la mort de mon frère, tout le monde a été réuni à la maison. Je me souviens, j'étais en CE2, ma tante est venue me chercher en pleurant, donc moi je me suis demandé quoi. Je suis rentré à la maison, donc, et j'ai vu mon père. C'est l'image qui m'en est restée, quoi, je veux dire. Les mains dans la tête dans les mains, quoi, il se cachait le visage avec les deux mains, quoi, en pleurant de malheur, quoi, et en disant plus jamais je frapperai mes enfants, plus jamais, et en fait ça a fait qu'empirer. Je me suis jamais autant pris plein dans la gueule depuis que mon frère est mort, quoi, je veux dire.
Et aujourd'hui, le problème, c'est que je vis encore avec eux, quoi. Je suis revenu chez eux parce qu'en fait, ma mère, c'est la femme bafouée. C'est, vous voyez, en fait, ma mère a 55 ans, mon père en a 55 aussi. Le manger, alors que franchement, je veux dire, je suis quelqu'un de très sensible à tout ce qui est créatif, donc la cuisine, tout. Je m'intéresse à plein de choses. Et je veux dire, ma mère est une très bonne cuisinière et mon père, c'est tout le temps, mais c'est de la merde. Il y a jamais rien qui va. Oui, il la dévalorise beaucoup. Dès qu'on veut l'aider, il s'énerve parce qu'on est des bons à rien. Arnold, on va marquer une petite pause, le temps des informations et. Attendre, nous allons redonner la parole à Arnold qui est avec nous. Arnold, vous êtes là? Oui, je vous écoutais, je me dis que vous avez vraiment un grand besoin de parler. On sent que, alors cet échange de cet après-midi certainement a remué beaucoup de choses de votre histoire familiale que vous avez besoin d'approfondir. Mais je suis quelqu'un déjà qui parle beaucoup. Qui parle facilement, mais c'est très bien. Qui parle très facilement, mais là, c'est vrai que j'ai abordé des sujets que je n'avais jamais abordés. Mais je trouve, permettez-moi de vous le dire quand même, c'est que cet éducateur-là sort un peu de son rôle, d'éducateur. Peut-être, moi aussi je l'ai pressenti, je l'ai senti comme ça, mais... C'est peut-être pour ça que vous vous êtes pas senti très bien, c'est-à-dire qu'il vous aide dans le cadre, Mais en fait, si vous voulez, ce qui m'a surtout apporté, c'est vraiment le fonctionnement de la drogue, comment... Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, la drogue, pour moi, c'était pas un problème, en fait. Pour moi, ça faisait partie de ma vie, c'était mon équilibre, c'était, je travaillais tout autant, comme aujourd'hui, sans me droguer, mais lui, il m'a expliqué mais pour moi, j'étais boulimique et anorexique, et j'en souffrais énormément de ça, en fait. Mais lui, il m'a expliqué que c'était juste dû à la drogue, que j'étais pas plus boulimique qu'anorexique, c'était juste une conséquence de la consommation, en fait. Et donc de là, il m'a fait comprendre ça, et c'est pour ça qu'après, tout de suite, j'ai vu en lui, ma lumière, en fait. Mais je ne doute pas que c'est quelqu'un qui vous a beaucoup aidé et de tout à fait compétent par rapport à ce domaine des drogues, des addictions. C'est pour ça que je vous appelle aussi, justement, parce que j'ai des doutes aussi par rapport à ces... Maintenant, écoutez, c'est bien. Je trouve que moi, je pense que là, il sort un peu de son rôle et un peu du cadre. C'est-à-dire que il est dans une association qui s'occupe des personnes toxicomanes. Donc il vous aide dans ce rapport à votre toxicomanie, à vous recadrer, vous recentrer. Mais maintenant, à partir du moment où vous abordez toute votre problématique d'enfant, vos relations familiales, comment vous vous situez par rapport à votre père, par rapport à votre mère. Les premiers entretiens qu'on a eus, on a abordé aussi tout de suite d'emblée les problèmes familiaux. Et ça m'a pas fait l'effet que ça m'a fait aujourd'hui. Oui, mais parce que là, je crois que aujourd'hui, vous êtes prêt. Parce que vous êtes sorti de cette dépendance aussi à ces substances. Aujourd'hui, vous êtes mûr, vous êtes prêt pour une véritable psychothérapie. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Vraiment, on vous sent, moi je vous écoute parler, on sent qu'il y a un désir chez vous de... il y a carrément l'envie d'y voir clair. Il y a vraiment l'envie déjà de parler, de percer les énigmes. Vraiment, on sent ça chez vous. Vous, comme vous dites, vous vous exprimez facilement. Vous êtes près de vos émotions. Vous pouvez mettre des mots dessus. Donc maintenant, je crois qu'il est temps qu'il passe le relais. Justement, parce que moi il m'a parlé, mais je lui ai parlé de vous justement, mais il vous connaît pas, il vous écoute pas, parce que lui il m'a dit qu'à cette heure-là il dormait. Donc, mais ça, il fait un métier difficile, on peut comprendre qu'il ait besoin de récupérer, Donc, mais il m'a dit lui demande lui, donc je vous le demande. Il m'a parlé du complexe d'Oedipe. Je pourrais un peu savoir en gros vraiment la différence entre le complexe d'Oedipe et le complexe d'Oedipe inversé.
Oh là 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 là. Je vois pas ce que ça va vous apporter de savoir ça. Parce que lui me parle de ça, quoi. Mais pourquoi il vous parle de ça? Je sais pas, mais lui me parle de ça. Enfin, c'est peut-être aussi par rapport à ce que je lui ai expliqué aussi. Bon, Arnold, c'est un pseudo parce que là, ce que je vais vous dire, c'est vraiment, moi, j'en ai honte. Hein. Donc, non, mais moi d'abord, Arnold, je vais vous demander de ne pas en dire trop, parce que justement, compte tenu de ce que vous avez dit, et vous sortez déjà d'une, j'ai envie de dire d'une séance qui n'était pas une, mais d'un entretien avec votre éducateur qui a été très éprouvant pour vous, où vous avez été après dans un grand sentiment de vide intérieur. Où vous avez eu le sentiment d'en avoir trop dit, d'être trop bon. Bon, ce soir vous m'appelez et vous en parlez cette fois-ci sur une radio, je vous le rappelle. Ouais. Hein, donc nous ne sommes pas que tous les deux, il y a d'autres personnes qui écoutent. Je ne veux pas qu'en raccrochant, vous ayez le sentiment d'en avoir encore trop dit. C'est clair. Donc je vous mets en garde quand même. C'est clair, non, mais bon, donc moi je vais pas rentrer dans. Je vois pas ce que ça vous apporterait de savoir ce qu'est le complexe d'Oedipe inversé. Et je trouve que là, je suis désolée, il n'a pas à vous parler de ça. Il n'a pas à vous faire des cours de théorie, de psychologie, de psychanalyse. Ça ne vous apportera rien du tout. Si vous faites une thérapie, ce que je vous conseille, le thérapeute, il va pas vous expliquer ce qu'est le surmoi, l'inconscient, le complexe d'Oedipe inversé. Ça ne vous apportera rien du tout. Moi, souvent, je déconseille aux personnes qui sont en thérapie de lire des livres ayant trait à la psychanalyse, parce que ça ne fait que renforcer les défenses où finalement on ne parle pas de soi véritablement, où on manipule des termes techniques, ce qui est une bonne façon d'éviter de parler de soi. C'est clair. Donc là, s'il veut jouer aux apprentis sorciers, c'est son problème. Mais en tant qu'éducateur, évidemment qu'il a des notions de psychologie, mais je vois pas pourquoi il vous en parle. Ça ne vous apportera rien. Ou alors à moi ce sentiment de vide là qui persiste. Non. Quoi. Mais ce sentiment de vide, il est lié à votre souffrance, à votre mal-être, à un côté peut-être un peu dépressif. À nos entretiens, non justement la dépression, je vous dis, je commence à avoir la lumière. Il y a juste aujourd'hui, je sais pas comment ça se fait aujourd'hui là. Bon, cet entretien, ça arrivera si vous êtes en thérapie, Arnold. Cet entretien a fait remonter à la surface des choses de votre histoire passée, et ce n'est jamais anodin de faire remonter des souvenirs à la surface. D'où l'intérêt d'avoir quelqu'un dont c'est le métier de travailler sur l'inconscient. Parce qu'on ne manie pas l'inconscient comme ça impunément. L'inconscient, je dis souvent, c'est de la dynamite. En fait, là, si vous voulez, ce que vous me faites comprendre, c'est que là, il a réussi son rôle de me détacher donc de ce produit et de m'expliquer vraiment les dangers qu'il y avait et tout ça. Voilà, il a très bien joué son rôle. Et qu'aujourd'hui, maintenant, je dois passer à la phase donc plus thérapeutique, quoi. Je pense. Tout à fait. Je pense vous pouvez lui dire qu'il vous a beaucoup aidé. Non, je l'ai déjà dit, et puis voilà. je lui dirai aussi que voilà, j'aurais peut-être besoin d'autre chose aussi maintenant. Il vous a aidé là, mais qu'aujourd'hui vous sentez prêt à entreprendre une psychothérapie, un véritable travail sur vous-même, comme vous dites, pour résoudre certaines de vos énigmes. Parce que c'est ce que lui me dit, c'est tant que tu seras pas prêt, on pourra pas envisager, alors que vous me dites que je suis plus ou moins prêt, quoi. Donc, et j'ai une question. Vous semblez en avoir le désir, donc c'est déjà une façon d'être prêt. Carrément. Mais comment j'ai une question à vous poser. Est-ce que c'est normal pour un petit enfant, je parle pour moi en fait, pour un petit garçon, parce qu'on dit, pareil, il m'a expliqué ça aussi, généralement, l'enfant, la fille le petit garçon veut tuer le papa pour être... C'est excessif, oui. C'est excessif, mais c'est les mots qu'il a employés pour, voilà. Et moi, en fait, moi, j'ai toujours fantasmé sur mon père. Depuis tout petit. Alors qu'il me battait, qu'il nous rabaissait, comment ça se fait en fait? C'est là une question que je me pose. J'ai au point même à le désirer, à faire des rêves érotiques, et depuis tout petit.
Ouais, mais là, voyez, ça montre bien. Là, il outrepasse complètement son rôle parce qu'il devrait vous dire que vous lui parliez de vos rêves et tout ça. Bon, là, il devrait vous dire, ça ne relève plus de ma compétence. Ouais, donc c'est lui, il m'a chamboulé la tête, quoi, en fait. Je comprends que ça vous ait chamboulé la tête. Ouais. Vous, c'est pas, ça arrive très souvent de faire des rêves, y compris des rêves érotiques avec ses parents. C'est vrai qu'en général, on fait plutôt des rêves érotiques et c'est ce qu'on appelle, le DIP avec des parents avec du sexe opposé. Quand on dit tuer le père, c'est pour le petit garçon, c'est-à-dire que le petit garçon, amoureux de sa maman, voudrait écarter le père qui est un rival, voire le tuer. C'est un bien grand mot, le tuer, on dit plutôt symboliquement, mais enfin vouloir l'écarter, vouloir qu'il soit plus là, voilà. Bon. Alors, il arrive souvent que les enfants qui sont rejetés, maltraités, développent un amour infini pour le parent qui les maltraite parce qu'ils veulent à tout prix être aimés, il y a une relation d'emprise qui s'instaure avec cet enfant. C'est un disque pour. Mais c'est pour ça que je vous en parle parce que je vous sens très angoissé par rapport à ça et je voudrais pas que vous restiez très angoissé. Et je trouve pas bien qu'il vous ait laissé avec des notions théoriques sans vous dire ce qu'il y avait derrière ces notions, parce que vous ne soyez pas angoissé en me disant que vous faites des rêves érotiques avec votre père. Plus maintenant, mais c'était beaucoup petit, quoi. Oui, mais parce que effectivement, ce père, c'était comme un objet de désir, mais qui pour vous restait inatteignable. C'était inaccessible. Voilà, vous auriez tellement être aimé de lui. Et puis, plus il vous rejetait, plus vous aviez envie d'être aimé de lui. Alors, à un moment où finalement, et on passe tous par là, l'organisation, notre construction se met en place et où on fait des rêves érotiques, où c'est pas encore refoulé. C'est vrai que vous avez un inconscient certainement à fleur de peau et ça va être merveilleux à travailler en thérapie. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'aussi il y a le désir d'aller au-delà de tout ça, parce que c'est vrai que là, lui, il m'a plus mis dans le brouillard qu'autre chose, en fait. Oui, j'ai l'impression parce que, voyez, il aurait dû vous dire, à ce moment-là, quand, pas vous, évidemment, vous interdire d'en parler, dire, surtout ne pas analyser, ne pas interpréter vos rêves. Parce que là, lui-même devait être très embêté. Alors, qu'est-ce qu'il vous balance ? Ah, ça, c'est le DIP. Et puis, alors, le DIP. Alors, le DIP, c'est, c'est quoi le DIP ? Alors, il se rappelle ses cours de psycho. Ah, c'est le petit garçon qui veut séduire sa maman. Et puis, qui veut écarter son père qui est le rival. Mais alors, dans le cas d'Arnold, c'est pas ça, parce qu'Arnold, lui, il fait des rêves érotiques où il se voit avec sa mère. C'est le DIP inversé. Voyez, mais finalement, ça veut dire quoi ? Qu'il était très démuni devant vous. Alors, il vous balance des termes théoriques. C'est pour ça que j'étais un petit peu en colère tout à l'heure en vous disant ça sert à quoi de vous balancer des notions théoriques ? Et que ce que je veux vous dire par là, c'est que il aurait dû vous dire à ce moment-là, bien se garder d'interpréter vos rêves, parce que ce n'est pas son rôle en tant qu'éducateur. Ça, seul un thérapeute aguerri, ayant travaillé lui-même sur son propre inconscient, ayant fait une psychanalyse, peut se permettre de le faire. Et là, il aurait pu dire, je pense, peut-être qu'il serait temps, si vous le souhaitez, si tu le souhaites, je ne sais pas si vous tutoie ou si vous voit, peut-être d'aller en parler à un thérapeute et de faire une psychothérapie, une psychanalyse. Ouais, non mais c'est clair. Mais alors je comprends que vous soyez sans dessus-dessous, Arnold, parce qu'effectivement, là, il y a un peu confusion. C'est parce qu'en fait, les premiers entretiens, il m'a tellement... il n'est pas rentré dans tous ces détails aussi techniques au premier entretien. Ça a été beaucoup plus superficiel et ça m'a tellement importé. Donc c'était comme je vous ai dit, plus me mettre me faire prendre connaissance des dangers de la drogue et de la boulimie, de l'anorexie. Mais il a très bien fait ça, apparemment. Ça je suis conscient. Il a très bien fait son métier. Mais c'est vrai qu'après on est parti dans un truc
Et oui, vous aviez besoin de parler, ça vous a amené. Écoutez, je crois maintenant, Arnold. Bon, écoutez, c'est par moment la limite et la frontière est ténue. Je crois, vous pourrez lui dire que vous vous sentez prêt aujourd'hui à faire une psychothérapie. Ouais. Voilà. Je dirais, puis ouais, c'est clair. Bah ouais, carrément, qu'en fait, voilà. je réalise, vous me faites réaliser que... Et en plus, je le savais, au fond, je le savais, mais c'est que il m'a tellement aidé. Mais vous avez un lien très fort avec lui, vous avez développé un transfert, un lien affectif très fort. Mais ça veut pas dire que vous ne pourrez pas continuer à le voir une fois par mois, ou que ça peut pas être une relation de soutien. Et vous cadrerez d'autant plus ce que vous ferez avec lui, que vous aurez un lieu pour parler de vos rêves, de votre problématique. Je sais bien, mais en même temps, c'est un manque de respect de sa part, quoi, je veux dire. Non, je crois que c'est pas un manque de respect, Arnold. Vous me dites, il vous balance ses vieilles théories. Non. Arnold, pour conclure, je crois que c'est pas un manque de respect, c'est que, vous savez, quand on travaille sur l'humain, c'est très compliqué. Et quand je disais que la frontière était très ténue, c'est difficile. Il s'est beaucoup investi, c'est un métier où on s'investit beaucoup, où il a certainement, ça a dû être gratifiant aussi cette prise en charge parce que vous vous êtes sorti de votre dépendance. Et puis il y a un moment où vous-même, vous avez beaucoup investi la relation, vous lui parlez de vos rêves, il vous dit quoi sans vraiment analyser, il dit ah ben oui ça a à voir avec le DIP, voyez, il veut vous en dire sans en dire trop. Bon, là où effectivement il aurait mieux valu qu'il vous dise attends, là, attendez, c'est pas mon rôle, là, c'est pas de ma compétence, moi je suis là pour t'aider tout ça, maintenant tes rêves, je suis pas là pour en parler avec toi. Bon. Alors que là, à sa décharge, je pense pas que ce soit un manque de respect, c'est plutôt un problème de manque de limite, mais pas un manque de respect vis-à-vis de vous. Non. Avec notre discussion qu'on a là entre nous deux là, enfin entre nous, vous et moi. Ouais, mais pense que Arnold, un manque de respect, non, alors parce que vous vous êtes senti. Une trahison en fait. Non, je crois pas. J'aimerais pas que vous le ressentiez comme ça. Je pense que c'est plutôt lui, dans sa pratique, un problème un peu de manque de limite. Mais je pense pas qu'il vous manque de respect. Je pense que c'est plutôt lui un problème de manque de limite. De peut-être aller trop loin. Voilà. Voilà Arnold. J'espère que ça vous a éclairé en tout cas. Bah écoutez, merci bien. Puis je ferai en sorte alors à notre prochaine entrevue, je lui dirai. Je lui ferai un petit bonjour de votre part et puis je lui dirai que voilà. Un bonjour de ma part, non, je ne me permettrai pas. Et que voilà, on peut envisager donc d'aller plus loin. Non, vous êtes assez grand pour lui dire aussi quand même vous. Je plaisante. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite bon courage. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences au 01 42 32 15 15, 01 42 32 15 15 ou sur europe1.fr. Alors il y a Flo qui dit actuellement en formation sociale, je suis déçue de voir que certains travailleurs sociaux outrepassent leur formation. Alors je sais pas ce que vous avez mis une abréviation et je comprends pas ce que c'est Flo la suite. Oui, c'est compliqué. Hein. Je dis toujours quand on travaille sur l'humain, c'est très compliqué cette question des limites et on se laisse embarquer dans l'affectif, à la décharge les éducateurs c'est compliqué parce qu'ils interviennent, ils ont à la fois des entretiens où ils sont très proches, où les gens ils partagent beaucoup le vécu des personnes et en même temps ils doivent pas rentrer dans une relation thérapeutique au sens psychothérapeutique. Bon, c'est vrai que ça suppose de pouvoir en parler, d'avoir des temps de supervision. Voilà, ce sont pas des métiers faciles quand même à leur décharge. Faut bien dire ce qui est. On accueille Yvonne. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Écoutez, moi je vous appelle, c'est pour ma petite fille. Oui. Qui est souffrante. Alors, on ne sait plus vers qui se tourner. Alors, je sais pas, j'ai eu l'idée de vous appeler. Peut-être pourriez-vous nous donner des conseils. Cette petite fille a 14 ans. Et ça lui a pris au mois de février. Vous êtes sa grand-mère alors, c'est ça? Je suis sa grand-mère, oui. D'accord. Et ça lui a pris au mois de février à l'école. Elle est tombée. Elle a perdu connaissance. Elle a eu un malaise. Oui. Alors. En cours ou pendant la récréation? Pendant les cours. Pendant les cours, oui. Oui. Et depuis le 15 février, elle a des malaises tous les jours. Elle en a jusqu'à 10 fois par jour.
Bon, alors suite à ça, il faut quand même que je vous dise, elle a fait plusieurs hôpitaux. Elle en a fait 3. Oui. Elle a eu tous les examens possibles. Elle a eu une IRM, échographie, encéphalo, examen de l'oreille, du cœur, enfin bref, et on n'a rien trouvé. Examens du sang sont bons également. On n'a rien trouvé. Et quand on pose des questions au docteur, ma foi, il hoche la tête et eux, ils pensent que c'est psychologique. Oui. Alors nous, on veut bien, hein, on est ouvert à tout, mais psychologique, quand une enfant tombe comme ça, parce qu'elle tombe, d'un seul coup, elle tombe. Et si vous voulez, une minute, je ne sais pas, peut-être 2 minutes après, elle se réveille comme si de rien n'était. Elle perd connaissance ? Oui. Parce que je lui ai demandé, quand je l'ai vue, l'autre, parce que on en parle entre nous. On essaie d'en parler pas trop possible pour arriver à cela, mais oui. Elle dit, je dis, qu'est-ce que ça te fait? Elle dit, voilà, elle dit, je vois la terre qui tremble sous mes pieds. C'est comme si tout devenait rouge et puis après, plus rien. D'accord. Et c'est vrai, lorsqu'elle se réveille, c'est comme si elle venait de dormir. Alors, suite à différents endroits dans les hôpitaux, eh bien, maintenant, donc elle est retournée chez elle. Elle est chez elle. Elle ne va plus à l'école parce que malgré tout, entre chaque hôpital, elle est retournée à l'école, mais comme ils sont à la campagne, ils prenaient l'autocar. Elle tombait dans l'autocar, elle tombait dans la rue, et puis elle retombait à l'école, donc ça perturbait tout le monde. Et puis c'est quand même assez grave parce qu'elle peut se faire mal. Donc est-ce qu'elle se fait mal d'ailleurs en tombant? Comment? Est-ce qu'elle s'est fait mal déjà en tombant? Non, je ne pense pas. Non, non, elle sortait un peu, mais c'est mal. Ça, elle se fait pas mal, hein? Ouais, d'accord. Non. Ouais, ça c'est un signe aussi quand même, hein, le fait qu'elle se fasse pas mal. Oui. Oui. Ben oui, elle tombe pas. Vous savez, les malaises, quand c'est un signe que finalement, elle. C'est important ça, le fait qu'elle se fasse pas mal en tombant. Donc comme si finalement, inconsciemment, elle choisit le moment où elle tombe. Inconsciemment. Inconsciemment. Oui. C'est ça, de faire en sorte qu'elle ne se fasse pas mal. Ça se produit à un moment où elle va pas se faire mal. Oui. Mais alors dites-moi, elle va plus à l'école donc depuis. Non, elle est plus scolarisée. Elle est plus scolarisée. Est-ce que les malaises se produisent à la maison? Comment? Est-ce que les malaises se produisent? Oui. Aussi, ça continue. Oui, parce que encore, c'est quoi, vendredi dernier, il lui a pris un malaise dans son bain, mais comme ma fille ne la laisse plus maintenant aller prendre un bain toute seule, elle ne la laisse plus descendre l'étage toute seule parce qu'elle a trop peur. Ma fille travaille et voilà, donc elle est seule pendant que ma fille est au travail. Son papa, il rentre l'après-midi, ça va, mais sinon, on la laisse seule. Et donc, elle lui laisse tout à portée de la main. C'est une petite fille quand même qui est joyeuse, malgré tout. Et elle n'y pense pas avant, on ne dit pas qu'elle attend, mais vous voyez, quand elle est relevée, c'est comme si elle venait de dormir. Bien. Est-ce qu'elle a d'autres symptômes? Comment? Est-ce qu'elle a d'autres symptômes? Alors oui, donc ça c'était au mois de février, mars, avril, parce que ça passe entre 15 jours à l'hôpital dans un coin, revenir à la maison, retourner voir le docteur, vous savez, tout le circuit que l'on peut faire. Oui. Et après retourner dans un autre. Alors oui, d'autres symptômes sont apparus. Au mois de mai, début mai, elle fait des angoisses, elle a des angoisses terribles. Oui. Et elle a peur de mourir. Peur de mourir. Oui, elle a peur de mourir. Elle a peur de mourir. Et voilà, donc, c'est-à-dire que, bien sûr, peut-être, moi je dis à la force de tomber comme ça, d'avoir des malaises, elle se fait peur. Je vais quand même vous dire autre chose, parce que moi je tiens ça en compte quand même. C'est une petite fille qui, à l'âge de 8 ans, a fait 2 crises d'épilepsie. Oui. Oui. Donc elle avait des médicaments, dont la dépakine, que le docteur a arrêté en 2006 parce qu'il a trouvé très bien. Elle n'en avait jamais eu auparavant? 2 crises comme ça? Oui. Non, ça lui a pris à l'âge de 8 ans. Elle en a fait 2, coup sur coup. Alors elle a été soignée à la dépakine. La dépakine, le neurologue lui a enlevé en 2006 et elle a été le revoir justement là tout début février et il était très content parce qu'il n'y avait plus rien du tout, elle était très bien. Et 15 jours après, voilà, ces malaises qui sont arrivés. Enfin, je vous parle de cela parce que je me dis, est-ce qu'il y a un rapport, je sais pas.
15 jours après quoi, pardon Après avoir vu le neurologue. C'était une visite de contrôle. Oui. Donc, elle avait été de 8 ans, elle a 14 ans, depuis 6 ans, si vous voulez, depuis 6 ans, elle n'avait pas fait de crise, depuis qu'elle prenait sa dépassion. Et ça a démarré 15 jours après avoir vu le neurologue. 15 jours, 3 semaines, oui. 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 Oui, et oui. Bon. Oui. Sinon, sur le plan donc organique, les médecins ne trouvent rien. Non. Justement, par rapport, non, le neurologue, rien. Pardon. Le neurologue n'a rien trouvé. Non, et on est quand même assez surpris parce que ma fille a demandé un rendez-vous. Elle n'est pas narcoleptique, elle n'a pas de brusques endormissements, il n'y a pas de choses comme ça. Personne ne lui a dit ça, mais ma fille m'en a parlé l'autre jour. Elle me dit que ce ne serait pas les crises de narcolepsie, de s'endormir comme ça. Mais moi, j'ai pensé que si c'était des crises de narcolepsie, elle ne verrait pas le sol trembler. Non. Donc, c'est ce qui me fait dire que... Parce qu'elle dit qu'elle a une image comme ça de voir le sol trembler. Et rouge. Rouge, c'est ça? Elle me dit rouge, oui. Elle me intéressant. Dit, ça, je dis, qu'est-ce que tu ressens? Et voilà ce qu'elle m'a décrit. Ouais. Elle a 14 ans. Elle est réglée. Elle est réglée ou pas? Non, pas du tout. Ah bon? Non. Pas encore? Pas encore, non. Et sa sœur a une sœur jumelle, une vraie jumelle, et elle non plus, non. Non, parce que la terre qui tremble, qui souffle comme ça, la terre rouge, enfin, il y a des... faire des interprétations, là, il y a une symbolique quand même, hein, là. La terre qui souffle comme ça sous ses pieds, cette couleur rouge chez une jeune fille à cet âge-là, ça pose question. Il y a toute une symbolique et puis ce vertige, cette perte de connaissance. Enfin, il y a quand même une dimension sur un plan psychologique intéressante là. Et alors pourquoi, puisqu'elle a vu là-bas aux hôpitaux, ils ont vu des psys, ils ont vu et ils ne voient rien, ils ne donnent rien, elle n'a même pas un seul médicament, ne serait-ce rien que pour ses angoisses. Ah mais je pense que, dans un sens tant mieux, hein, qu'elle ait pas trop de médicaments et tant mieux. Oh oui, tant mieux qu'il ne rentre pas trop dans un processus comme ça, qu'on la gave pas trop de médicaments. Non, ce qui serait bien, c'est qu'elle voit à ce moment-là peut-être un pédopsychiatre et qu'elle ait des consultations. Je crois qu'elle a besoin de parler de ses angoisses, de cette peur de mourir et de ses pertes de connaissances. Elle exprime quelque chose que pour le moment elle n'arrive pas à exprimer autrement. Il fallait explorer ce qui a été fait sur le plan organique, neurologique. Apparemment tous les examens qui avaient lieu d'être faits ont été réalisés. Oui. Tous. Bon, et heureusement, ça ne donne rien, c'est bon signe quand on ne trouve rien. Parce que s'il y avait quelque chose d'embêtant, genre une tumeur, on l'aurait trouvé, hein. Oui, bien sûr, on y a pensé, mais bon. Oui. Bon, on l'aurait trouvé. Donc c'est plutôt très bon signe qu'on n'ait rien trouvé. Donc évidemment que les médecins, s'orientent vers quelque chose d'ordre psychosomatique, d'une manifestation comme ça d'ordre psychologique, quelque chose qu'elle ne peut pas dire, qu'elle exprime à sa façon, à un âge un peu particulier. Où je pense que ça serait bien qu'elle voie un pédopsychiatre. On ne vous a pas conseillé Elle en a vu un. Oui, qu'est-ce que ça a donné? Pas plus, rien. Alors, nous, le gros problème, ce que ma fille a comme problème, ses parents, c'est que c'est plus une vie. Elle ne va plus à l'école. Oui, mais ça, c'est elle allongée, vous vous rendez compte? Ah non, mais il faut pas rentrer là-dedans. Là, c'est entretenir le symptôme, hein. C'est pas du tout une bonne chose, ça. Oui, mais à l'école, on ne l'accepte plus parce que lorsqu'elle tombe en cours, quand je vous dis qu'elle a des malaises, non, mais je vous crois. Jusqu'à 10 fois par jour. Oui, je vous crois. Alors, c'est en même temps une très bonne façon de ne plus aller à l'école. Donc il faudrait peut-être savoir qu'est-ce qu'elle vivait à l'école, qu'est-ce qui se passait, comment elle vivait l'école, comment ça se passait avec ses camarades, avec les professeurs, parce que inconsciemment elle a trouvé une façon de ne plus aller à l'école.
bon, en même temps, elle a aussi des malaises à la maison. Oui, mais elle veut y aller à l'école. Quand elle est revenue à chaque fois de l'hôpital, qu'on voulait la remettre en classe, elle était d'accord pour y aller. Elle était d'accord. Oui. Oui, peut-être consciemment, mais il y a quelque chose qui inconsciemment fait que bon, elle n'y va pas. Mais c'est vrai qu'à la maison aussi, elle a des malaises. Mais moi, je suis surprise. Le pédopsychiatre, qu'en a-t-il dit? Rien. Il a dit ça se passera. Ça m'étonne. C'est très aléatoire parce que ça va faire bientôt. Les mois passent et puis. Non, ça m'étonnerait quand même que face à un tel tableau quand même clinique, surtout que ça l'amène à être déscolarisé, ce qui est toujours très embêtant pour un jeune de cet âge-là. Le pédopsychiatre se contente de dire ça passera, parce que si vous revenez, ou alors faut aller voir quelqu'un d'autre. Je vous conseillerais je conseillerais à ses parents d'aller voir quelqu'un d'autre là. Parce que là, elle a repris rendez-vous avec, et elle n'a pas pu avoir de rendez-vous avant le 11 juillet. Oui, non, mais il faut aller voir quelqu'un d'autre là, parce que s'il prend ça trop à la légère, ça va pas. Il s'agit pas de dramatique. On demande et les délais d'attente sont très très longs. Oui, ça malheureusement c'est. En plus c'est à la campagne. Cela dit, vous savez Yvonne, maintenant il y a moins l'urgence comme si elle était scolarisée, mais il faut à tout prix que pour la rentrée prochaine qu'elle puisse s'inscrire là quand même, qu'il y ait quelque chose, qu'elle puisse faire une rentrée scolaire. Mais il faut travailler pendant les vacances. Des cas pareils, est-ce que vous avez eu il y a des jeunes filles, oui, il y a parfois des problématiques comme ça. Oui, bien sûr, oui, ça s'est vu. Oui, moi j'ai déjà vu des jeunes filles qui avaient comme ça des symptômes, un peu particulièrement à cet âge-là. C'est pour ça que je vous demandais si déjà elle était réglée. Moi, il y a quelque chose que je trouve assez symbolique au niveau de ces évanouissements. Et vous saviez, on parlait avant des vapeurs des jeunes filles. Oui. Elles avaient leurs vapeurs. Il y a quelque chose de peut-être selon les époques, des symptômes qui évoluent selon les époques, mais cette terre qui s'ouvre, ce sol rouge, cette couleur rouge, on est quand même à cette période où les jeunes filles, entre elles, parlent beaucoup de leurs règles. On entend à l'école, il y a celles qui les ont, celles qui les ont pas, il y a peut-être toute une dimension autour de cette transformation, de ce corps qui change, de préoccupation, il y a peur de mourir, il y a quelque chose qui meurt à ce moment-là, symboliquement, mais de l'enfance, aussi, qui doit mourir pour que l'adolescence advienne. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc elle a certainement besoin d'être un peu aidée dans cette traversée, votre petite fille. Elle a une sœur jumelle. Elle a une sœur jumelle, oui. Comment ça va, sa sœur jumelle, elle? Mais elle s'angoisse maintenant quand elle voit sa sœur comme ça. Elle est perturbée de voir sa sœur dans cet état. Et c'est d'autant plus le fait de la gémellité pose une question, interroge d'autant plus, parce que vous voyez, il y a quand même quelque chose. C'est pour ça ce pédopsychiatre qui prend ça un peu à la légère, qui dit ça passera. Oui. Alors il s'agit pas de dramatiser les symptômes, parce que ça n'a rien de dramatique, mais enfin ça a des conséquences qui sont quand même ennuyeuses, une déscolarisation, et puis je crois surtout qu'il faut pas la laisser avec des crises d'angoisse et qu'il faut lui ouvrir un espace pour qu'elle puisse parler, se sentir un petit peu soutenue, un peu je crois que si elle trouve un lieu, une personne à l'extérieur de la famille, c'est important à ce moment-là, quelqu'un de neutre. Vous voyez, même si elle a des attachements très forts avec vous, avec ses parents, mais c'est important à ce moment-là qu'il y ait quelqu'un de vraiment complètement neutre, en dehors de vraiment de l'entourage, avec qui elle se sent en confiance, avec qui elle peut parler de ses peurs, de ses angoisses. Ça peut très vite rentrer dans l'ordre. Mais dites-moi, Caroline, moi j'avais pensé, oui, je lui donne pas le médicament, c'est bien, mais pour ses angoisses, ça la soulage quand même, parce que c'est une réelle souffrance chez elle. Non. Oui, mais c'est toujours un peu embêtant de médiquer des très jeunes comme ça, parce que surtout sur les anxiolytiques, il y a quand même une dépendance. On peut, vous voyez, alors ça se discute. Enfin bon, moi je suis pas médecin. Je suis psychologue, je suis pas pédo. Je voulais quand même vous appeler pour avoir, parce qu'on ne sait plus. Comme dit ma fille, on se sent abandonné, on a l'impression, voilà, on passe.
Écoutez, je pense que même si vous êtes à la campagne, il n'y a pas qu'un pédopsychiatre. Non, mais elle va aller en voir. Demandez un autre avis. Pour d'autres, mais les délais sont très longs. Alors je lui ai dit, mais il n'y a pas d'urgence, on ne prend pas en urgence. Mais apparemment non. Je comprends pas. Comme là, elle avait été hospitalisée pendant 15 jours, eh bien, elle devait faire un examen de l'oreille pour voir si ça venait pas de ses oreilles. Et elle a attendu le mardi avant qu'elle ne parte pour avoir son examen. On a oublié de venir la chercher à l'hôpital. Ouais. C'était fin avril. Elle a eu son examen pour les oreilles que fin mai. Ouais. Vous savez, à la fin, on est désespéré quand on voit ça. On est désespéré parce que on a l'air d'être complètement abandonné avec ça, avec malgré tout cette maladie qui est là. Faut appeler ça comme ça. Non, c'est pas une maladie, hein. Comment? Pourquoi vous parlez de maladie? Non, enfin, je parle de maladie, disons le problème qui se pose en ce moment. Oui, mais c'est différent, hein, de parler de maladie. Oui, pour le moment, on écarte le côté, justement, maladie organique, et c'est une très bonne chose. Enfin, ça vous aurait rassuré, peut-être qu'il y ait quelque chose d'organique, vous, Yvonne? Oh, écoutez, si on m'avait dit, oui, elle a quelque chose, je sais pas, sans être trop grave, évidemment, on aurait dit qu'elle a un estomac, qu'elle a quelque chose. Ça vous aurait rassuré? Ah oui, parce que je sens que le côté psychologique vous angoisse. Écoutez, moi, je pense que ça peut tout à fait. Je pense qu'elle a des angoisses qui peuvent être mises en mots, être parlées, et que ça peut très bien rentrer dans l'ordre. Hein. Et que il faut que ses parents demandent un autre avis. Et à ce moment-là, peut-être que par le biais de sa pédiatre ou du médecin de famille, avec un mot, il peut y avoir un rendez-vous un petit peu plus tôt aussi. Vous voyez? Oui. Il y a peut-être cette possibilité-là aussi, par le biais. Parfois, les médecins comme ça peuvent se passer un petit coup de fil en disant: est-ce que tu pourrais pas voir ma patiente? Voilà, j'aurais besoin d'avoir un avis. Ça peut se faire aussi comme ça, hein? On a essayé. Voilà. Bon, écoutez, l'important c'est de toute façon qu'elle voit quelqu'un. Et puis, bon, rassurez-vous, hein, Yvonne, parce que c'est un âge où il peut y avoir comme ça des symptômes qui apparaissent parce que les adolescents ont beaucoup de mal à parler, à dire avec des mots, à exprimer avec des mots leur mal-être. Donc, ils l'expriment souvent avec le corps. Hein. Mais ne serait-ce pas aussi qu'elle soit un petit peu fragile neurologiquement? Mais je sens bien que vous aimeriez mieux que ça soit cette piste-là, mais vous me dites qu'elle a vu un neurologue et que tout va bien. Donc, si le neurologue vous dit que tout va bien, c'est bon. Et à la limite, il vaut quand même mieux que tout aille bien sur le plan neurologique, hein, c'est préférable. Si c'est psychologique, vous savez, un adolescent qui exprime des difficultés à cet âge-là sur le plan psychologique, ça ne veut pas dire du tout que ça fera un adulte très mal dans sa peau, bien au contraire. Il y a des adolescents qui peuvent être en difficulté et qui sont des adultes parfaitement bien dans leur peau et parfaitement heureux. Donc, si ça peut vous rassurer, c'est pas parce que des adolescents sont un peu fragilisés, un peu avec des symptômes et voient des psys et sont pas bien dans leur peau, ça peut faire des adultes parfaitement épanouis. Ça, je peux vous le garantir. Voilà. C'est gentil de m'avoir écouté. J'espère, que ça va s'arranger. N'hésitez pas à me rappeler pour me donner de ces nouvelles. D'accord, Caroline. Je vous remercie beaucoup. Au revoir, Yvonne. Au revoir, Caroline. Bon, alors vous avez été très nombreux à réagir au témoignage d'Yvonne. Certains disaient ça tombe bien mesurer le potassium. Il y a Rosie qui me dit une personne dans ma famille a eu ce genre de souci. Il s'agissait d'une anémie. Dire sur le plan neurologique. Je précise quand même que Yvonne a bien dit que sa petite fille avait été examinée. Il y a eu des bilans qui ont été faits. Elle a été hospitalisée, donc j'imagine qu'il y a eu des bilans sanguins qui ont été faits, bilans neurologiques, et que tout est normal. Donc que les médecins après tous ces bilans s'oriente plutôt sur la piste psychologique. Et d'ailleurs, je reçois un petit SMS de Stéphane qui dit: votre petite fille est à l'âge de l'adolescence, maladie somme toute assez mal comprise, c'est une piste à creuser. Et on accueille maintenant Jean. Bonsoir Jean. Bonsoir Caroline. Alors Jean, vous avez perdu votre épouse, je crois, il y a un peu moins d'un mois. Il y a un peu moins d'un mois, hein, oui, c'est tout récent. Ça a été tout à fait dramatique pour moi parce que nous avons 65 ans tous les deux. Oui. Hein, et
elle était en très bonne santé, alors que moi je suis dépressif depuis longtemps. Oui. Et ça a été une surprise totale. Alors, avec quelques indications qui me culpabilisent, mais je n'ai pas tout à fait réalisé encore. Vous m'entendez, Caroline ? Vous n'avez pas réalisé son absence, le fait qu'elle n'est plus là ? Bien sûr. Oui, c'est normal. Il faut du temps pour intégrer ça. Oui, et bon, je vous parlais d'une petite explication que j'ai, d'une petite explication. J'avais lié un petit lien avec une Ivoirienne habitant en Ivoire sur Internet, et c'est probablement ça qui a déclenché le tout. Le fait qu'elle ait découvert une relation que vous entreteniez par Internet avec une jeune femme originaire de la Côte d'Ivoire. Oui, Caroline. Mais qui a déclenché quoi ? C'est-à-dire son décès ? Je le crains. Parce que votre femme s'est donné la mort ? Pardon ? Votre femme s'est donné la mort ? Oui, par médicament. Ah oui. En ingurgitant mes médicaments, parce que je suis dépressif depuis longtemps. Mm-hmm. Donc ma pharmacie était complète. Oui, oui. J'avais rempli la pharmacie quelques jours avant. Oui. Et donc ma femme mon épouse a consommé tous mes médicaments. Oui, c'est difficile pour vous. De ma voix un peu tremblotante. Oui, je vous en prie. Mais elle vous a laissé une lettre, c'est comme ça que vous avez appris qu'elle avait découvert cette relation sur Internet ? Non, elle m'avait écrit 3 semaines avant à peu près. Oui. Une lettre que j'appelle une lettre d'amour. M'expliquant qu'elle m'aimait, mais qu'elle ne pouvait pas partager. Voilà. Oui. Oui, donc faisant allusion à cette histoire. Enfin, vous l'avez compris comme telle, en tout cas. Tout à fait. Tout à fait, Caroline. Tout à fait. Mais est-ce que pourtant, vous me dites que votre femme semblait, alors on va me dire semblait aujourd'hui, évidemment, au vu des circonstances, allait bien. Est-ce que cette découverte à elle seule peut expliquer un tel acte ? Personnellement, je ne le pense pas, Jean. Écoutez, je comprends votre culpabilité, mais notre médecin de famille, non. Mais si vous voulez, je me sens très coupable. Oui, non, mais je comprends. Je peux comprendre, et d'autant que s'être servi de vos médicaments, quelque part, c'est un acte agressif vis-à-vis de vous. Tout à fait. Et en plus, si vous voulez, en toute simplicité, Caroline, elle a fait disparaître ma box d'Internet, et elle a fait disparaître les câbles de mon ordinateur portable, donc il y a une indication très précise. Ah oui, avant de disparaître, elle a fait disparaître, tout ce qu'il y avait sur votre ordinateur. Oui. Oui, donc le message était clair. Le message était clair, oui. Caroline. Oui, de toute façon, dans un suicide, il y a évidemment un acte de désespoir terrible, mais il y a aussi une dimension agressive, dont on parle moins, parce que
Je n'aime pas ce mot, Caroline. Vous me comprenez? Vous n'aimez pas quel mot? Agressive. Je ne pense pas que... Je ne veux pas croire que mon épouse était agressive vis-à-vis de moi. Elle m'aimait beaucoup. Oui, ça n'empêche pas. Vous savez... non, bien sûr. Ça n'empêche pas, je n'en doute pas une seule seconde, Jean, qu'elle vous aimait beaucoup, ça, certainement. Mais ce que je veux vous dire, et voyez, d'autres vous le disent, c'est que je ne pense pas que la découverte, même si ça lui a fait beaucoup de mal, ça, de cette relation par Internet, ait pu à elle seule provoquer ce geste de désespoir. Je pense qu'il y avait aussi d'autres souffrances en elle que cette relation-là a ravivé, certainement, mais qu'il y avait d'autres souffrances. Oui. Parce que tout le monde, heureusement, ne se suicide pas parce qu'il découvre que son mari ou que sa femme a une relation par Internet. Ça fait très mal, mais on ne va pas pour autant jusqu'à un geste extrême. Alors, si vous permettez, Caroline, je crois que elle croyait que je ne l'aimais plus. Parce que nous n'avions plus de rapport depuis de longues années. Et par contre, d'une certaine façon, excusez-moi d'employer ce mot-là, mais grâce à cet épisode, nous avons renoué nos relations, et je crois que ça a été le pic qui a suivi le creux qui a consisté à ce que je continue à converser avec cette jeune femme. Oui, parce que vous ne faisiez que converser, entre guillemets, avec cette jeune femme-là en Côte d'Ivoire. Tout à fait, elle habite en Côte d'Ivoire. Oui, mais pour votre femme, c'était quelque part avoir une intimité avec une autre femme, même si elle était virtuelle. Tout à fait. Oui. Tout à fait, Caroline. C'est ça, il y avait une partie de vous qui lui échappait, que vous ne lui donniez plus à elle et que vous donniez à une autre. Oui, tout à fait, Caroline. Je ne pensais jamais avoir recours à votre émission, mais là, je suis trop désespéré pour faire autrement. Vous comprenez? Ah, je comprends, Jean, c'est difficile, C'est très difficile. C'est très difficile, oui. C'est très difficile. Mais je comprends votre désarroi et en même temps, je pense vraiment que cet événement-là n'a fait que réactualiser des blessures plus profondes de son histoire à elle, de son passé. Je sais pas, certainement des blessures que vous connaissiez peut-être, dont elle vous avait parlé. Non. C'est pas non. Elle parlait peu d'elle. Oui. Nous avions, si vous voulez, le 29 juin prochain, nous aurions 40 ans de mariage. J'ai 65 ans et elle aussi. Nous aurions eu 65 ans de mariage le 29 juin. Oui. Et nous étions depuis 17 ans. Depuis l'âge de 17 ans, pardon. Oui. Et nous avions une connivence, ce qui fait que nous comprenions d'un sourcil qui montait un peu, d'une bouche un peu crispée, mais nous n'arrivions pas à parler. Vous voyez? Nous n'avions pas de communication orale. Oui. Nous ne nous sommes jamais disputés. Même à propos de cette histoire que je viens de vous raconter, nous ne nous étions jamais disputés. Nous en avons bavardé. J'emploie ce mot à dessein, oui. À bon escient, si vous voulez, volontairement. Nous avions
Y compris la veille. Y compris la veille. Oui. Caroline. Et elle ne laissait rien transparaître. Si, elle avait parlé 2-3 fois de suicide, mais pour moi c'était invraisemblable, tellement elle aimait elle adorait ses petits-enfants et elle aimait ses enfants. Vous voyez, Caroline? Oui. Ben oui, mais vous savez, il y a parfois dans ces passages à l'acte, il y a, comme le dit le subversif, il y a toujours une dimension qui reste éminemment intime et énigmatique, qui échappe, et c'est là où vous n'êtes pas responsable de ça. Il y a peut-être que la veille, elle n'y pensait pas du tout. Peut-être que 1 heure avant, elle n'y pensait pas, Jean. C'est ce que j'espère. Vous savez, il peut y avoir tout d'un coup, on sait qu'il y a des personnes qui sont prises d'une pulsion, vraiment d'une pulsion suicidaire, d'une minute à l'autre. Mon médecin de famille. Oui. Il vous a parlé de ça. Oui, tout à fait. Oui. Il l'avait eu la veille au soir. Oui. Et il avait trouvé qu'elle avait une très bonne voix. Oui, vous voyez. Oui. Elle a pu être effectivement en proie à... On parle de raptus, c'est-à-dire de quelque chose d'extrêmement violent où ça peut se passer d'une minute à l'autre. Je n'ai pas compris votre... On parle de raptus, c'est-à-dire suicidaire, de quelque chose qui est comme ça extrêmement pulsionnel. D'accord. Extrêmement pulsionnel, comme le mot l'indique, le fait d'une pulsion. Donc quand vous avez parlé avec elle la veille au soir, elle pouvait être très très bien. Mais c'est ce que j'avais pensé. Oui, vous avez pu très bien, vous connaissiez très bien, vous connaissiez très bien, vous auriez et il y a pu y avoir quelque chose brutalement qui l'a submergé, qui n'est pas lié à vous, à votre histoire, voyez. Comment? Si. À ce moment-là, elle a fait un lien avec cette histoire d'Internet. Mais pourquoi elle a été rattrapée par une souffrance comme ça? C'est lié à son histoire à elle, à son passé, voyez, pas seulement cette histoire d'Internet. Vous n'êtes pas responsable de sa mort, en tout cas. Ça, c'est certain. Merci, Caroline. Ah oui, non, mais ça, j'en suis certaine. D'accord. J'en suis certaine parce que l'événement à lui seul ne peut expliquer sa mort. Il y a quelque chose qui vous dépasse, quoi, de blessures et qui l'ont dépassée elle-même. Sinon, elle ne se serait pas tuée. Sinon, elle aurait pu en parler et vous en parler peut-être, puisque vous étiez très proche. Oui. Voilà. Alors, une question que je voulais vous poser, si nous avons encore le temps, parce que je sais pas si on va avoir le temps là, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Oui, tout à fait. Une question très rapide, Caroline. Très vite alors. Est-ce que j'ai le droit j'ai 65 ans seulement, Vite, oui, très vite. Est-ce que j'ai le droit à de nouvelles relations sexuelles? Bien sûr que vous avez le droit. Vous êtes en vie, donc ça fait partie de la pulsion de vie, ça. Vous avez le droit d'être en vie et d'être envahi, assailli de pulsions de vie, Jean. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Vous êtes en vie, donc et d'être traversé par des pulsions de vie, bien sûr. Ben oui. Ça fait partie de vous. Merci en tout cas de votre appel et prenez soin de vous. Merci, Caroline. Au revoir, Jean. Au revoir, Caroline. Je vous souhaite une très belle nuit, un très beau week-end en compagnie de Caroline Veil. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.